Donc, j'ai connu Jean-Marie Martin pendant une dizaine d'années parce que nous étions voisins quand il était installé en Haute-Provence. Et on a eu des rapports fréquents et j'ai pénétré une partie de son œuvre, surtout au niveau du Graal, parce que, comme on vient de le dire, c'est un artiste complet. Et là, on a une facette de son œuvre, une facette intéressante parce qu'il s'est démarqué, on peut dire, de tout académisme. Il s'est laissé aller à sa spontanéité créatrice. Il dit la quête du Graal, c'est une œuvre majeure de Jean-Marie Martin. Elle a été élaborée dans une sorte de transe. Il a été fasciné par la magie de l'Haute-Provence et plus spécialement par les territoires du Verdon. On peut aborder le sujet de façon, soit d'une façon générale, soit plutôt en découvrant son œuvre telle qu'elle a été construite, c'est ce que l'on verra à travers les différentes pièces et la façon dont a été organisée l'exposition de façon parfaite, parce que son œuvre a été exposée plusieurs fois, mais toujours de façon parcellaire. Jean-Marie Martin explique lui-même son cheminement. Il dit « Je suis parti au début en réalisant des œuvres très réalistes. Et puis au fur et à mesure que j'ai élaboré les diverses pièces de cette série, que j'avançais selon une recherche inconsciente, je me suis aperçu que j'exhumais des structures, des mythes qui préexistaient dans ces régions mystérieuses du Verdon. C'est un site sacré comme Thèbes ou les grands lieux égyptiens. Il existe le long du Verdon des structures monumentales que l'on ressent très fort. Il y a un endroit qui s'appelle Breils, mais c'est la table ronde, le palais du roi Arthur. Alors il faut dire que cette région du Verdon a vraiment passionné les gens, pas les gens du pays, mais les gens de l'extérieur, qui en ont fait une recherche justement du Graal. Et il y a un petit château qui s'appelle le château de Valcrosse, sur lequel se sont excités beaucoup de gens et qui ont vu là l'équivalent, une espèce de réplique de la Terre Sainte. Et on a trouvé du reste que la géographie, la toponymie, tout ça répondait. Alors, c'est un auteur belge, Albert Belsen, qui a fait tout ce travail, qui a été souvent critiqué, ridiculisé, comme toutes les œuvres un peu ésotériques. Et c'est sûr que quand Jean-Marie Martin arrive dans la région, il est fasciné par cette histoire du Verdon, par cette histoire du Graal, de ce château de Valcrosse, et en même temps, ça ranime en lui toutes les légendes du roi Arthur, Merlin l'Enchanteur, temps et temps. Donc, Jean-Marie Martin, il a passé une enfance en Bretagne. Il a été imbibé par la culture bretonne, et ensuite, sa culture bretonne a été encore, si on peut dire, renforcée par la mystique de l'art sacré, parce que pendant des années, il a travaillé dans l'art religieux. Et du reste, cet art sacré, à un moment donné, il a eu une telle dérive qu'il s'est mis à décrire les enfers. Et là, il a fait une série de toiles assez impressionnantes sur les enfers, à tel point qu'un prêtre exorciste lui avait dit « Mais vous avez visité les enfers, c'est pas possible. » Il a presque obligé à retirer les toiles de la galerie. Donc, on est déjà dans un contexte tout à fait mystique de Jean-Marie Martin. Mais en dehors de ça, dans son œuvre, ce qui va être important, c'est son origine bretonne et c'est l'eau. L'eau va jouer un élément très important. Ainsi, vous verrez dans toutes ces œuvres, il y a des plaques de polycarbonate, c'est des plexiglas, ça représente l'eau. Et dessous, il y a toujours représentation d'algues, de grenouilles, parce que c'était quelque chose de sacré. Et il dit que lui, il avait la même vision quand il était jeune. Il regardait les vasières, quand l'eau se retire de l'océan, et que tout ce qui se passait dans ces vasières, il l'a retrouvé dans l'observation du Verdon. Donc pour lui, l'eau commence à être un élément capital. Parce qu'on verra que tout au long de son œuvre, en définitive, la Provence et le Verdon
va lui servir de révélateur de sa propre identité. Parce que chaque fois, il ramène ses visions qu'il a en Haute-Provence, il les transpose ensuite sur la Bretagne. Les rêves de l'enfance le hantent sans cesse. Il est issu des pulsions éternelles vers le merveilleux, le surnaturel, l'immortel. Pour lui, ébloui, mystique, les légendes du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, qui ont imbibé son imaginaire, vont s'interpénétrer avec le dit et le non-dit de l'aventure templière. C'est-à-dire que très vite, on va voir dans son œuvre que tout se mélange. Et ça se ramène à une espèce d'histoire du Moyen-Âge vers le XIIe siècle. Et donc, ce qu'il avait lu sur le Verdon, ce qu'on lui avait raconté, ne vont faire qu'enflammer encore son imaginaire. Parce que ce qui est aussi important, c'est que c'est une œuvre de la maturité, et dans tout ce domaine du Graal, au fond, il s'interroge sur lui-même, sur sa place dans le monde. C'est une interrogation complète. Donc, les premières images qui vont apparaître dans son œuvre, c'est qu'il est toujours très observateur de l'eau. Et quand il observe la surface du Verdon, parce qu'il ne le voit pas dans les gorges du Verdon, dans les endroits rudes, il le voit dans la région plate, quand le Verdon va prendre son embouchure de la Durance, il court sur des galets, il court sur des algues, il y a tout un tas de petits animaux qui courent à droite et à gauche, et à force de regarder ce Verdon, il voit apparaître les bannières bretonnes. Ça lui donne cette impression de... Donc, à un certain moment donné, c'est un départ de sa quête du Graal, il va voir ces bannières, derrière ce fond de rivière, il voit les bannières bretonnes, et petit à petit, comme il est plein de l'aventure des chevaliers, il est plein de l'aventure des Templiers, du roi Arthur, il voit les bannières des croisades qui apparaissent les unes après les autres. Donc, son cheminement demeure instinctif. C'est quelqu'un d'instinctif, il ne fait pas de grand raisonnement, du reste il dit qu'il n'est pas un intellectuel. C'est au fur et à mesure de l'élaboration de ces différentes pièces qu'il donne un sens à sa démarche créative. Parce que si on voit les pièces organisées en ce moment, à son départ, il avait cette idée préétablie, mais les pièces, il va les fabriquer dans le désordre. Et c'est ensuite qu'on les réorganise davantage. Voilà, et c'est au fur et à mesure de l'élaboration de ces différentes pièces qu'il donne un sens à sa démarche créative, issue de la culture celtique et méditerranéenne, parce que chaque fois il fait bien la différence entre l'apport de sa culture à lui, bretonne, et celle de sa rencontre avec la culture méditerranéenne. Conscient de cette dualité, il s'attache à donner une cohérence à sa démarche. Et là, il dégage la notion de Verdun universel, mettant au départ en lumière la permanence des liens entre les hommes et l'eau pour aboutir, après une longue aventure, à la révélation du Graal. Voilà. Donc, l'eau lui sert de point de départ pour ensuite aboutir à l'aventure de la révélation du Graal. Mais quand on parle Verdon, on parle souvent des gorges du Verdon, mais lui c'est plutôt la rivière Étale qui l'a inspiré. Donc, de là va naître toute une série d'œuvres. Je crois qu'il y en a 21 ou 22. Ici Alors la première, c'est le Verdon aux herbes d'or. Donc là, c'est l'évocation du Verdon, et il veut donner un côté réaliste. Mais ce qu'il y a d'un petit peu extraordinaire, en même temps émouvant, c'est lui qui était un très bon peintre, il va bricoler cette évocation avec, en mettant des feuillages, en mettant des grenouilles en plastique, en les colorant, en mettant des couches de peinture, en mettant... Voilà. Donc, en fait, c'est au départ une ode à la nature mère, mais en même temps ce rappel
de l'évocation des Vasières quand il était jeune. Au sujet de ses œuvres, ses premières œuvres, là, quand il représente le fond du Verdon, il dit « Mon objectif alors, c'était de rendre un réalisme second. C'était réaliste, si vous voulez, mais c'était mystérieux. Moi, je suis attiré par l'eau. » Donc, il a ce besoin de s'exprimer un petit peu ce qu'on appelle les arts autres, l'art singulier, comme on le sait, de trouver un autre moyen que l'art traditionnel, la peinture réaliste, puisque c'était un peintre tout à fait classique. Donc, au départ, il y a une admiration, une mise en valeur de la nature. Ce sont ses premiers pas vers le Verdon. La deuxième figure, les blasons du Verdon, là, c'est donc après avoir regardé le fond du Verdon, c'est là que vont naître les fameuses bannières. Et ces bannières, il va faire toute une série de bannières. Là, il y a un blason sur du Verdon, mais il en a fait au moins une trentaine. Et il avait fait une exposition à l'époque sur toutes ces bannières variées, dont le thème au départ était la fleur de lys. Mais en même temps, quand il fait ses bannières, comme il est toujours imbibé de la culture du roi Arthur et des Templiers, évidemment, il imagine automatiquement tous ces gens-là, au Moyen-Âge, sur la route des croisades, à la recherche du Saint Graal. Donc, à partir de ce moment-là, il va intégrer, en partant de cette observation du Verdon, il va intégrer la recherche du Graal. Le Verdon glacé, là, on chemine toujours le long du Verdon, mais là, tout d'un coup, le savoir-faire de l'artiste prend le pas sur les révélations intuitives du chaman à la poursuite des secrets de la connaissance. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il se laisse aller un petit peu à une création artistique sans trop se soucier de savoir sur quoi ça débouche, si ça débouche sur une recherche mystique ou autre, et donc il s'applique à faire à reproduire les inflorescences du givre au moment de l'hiver. Mais en même temps, on peut y voir la fugacité de ce qui est, puisque les paysages changent sans arrêt. Par contre, comme vous le remarquerez, dans toutes ses œuvres, il a clouté ça avec des milliers de cabochons dorés, et il n'y a pas beaucoup d'explications pour savoir pourquoi il a mis tous ces clous. Alors voilà l'explication que donne Jean-Marie Martin. Les clous qui les recouvrent, c'est à la fois le sable, les petits galets du fond du Verdon, et en même temps les clous des armures de chevaliers. Donc là, on a tout mêlé ensemble. Mais en même temps, on peut aussi penser qu'en recouvrant ces œuvres de petits clous, de sable, de galets, ça veut dire que tout est périssable et que tout retournera, que tout retournera à la nature. Ensuite, il y a, sortant des roseaux, deux guetteurs. En parlant de ces guetteurs, Jean-Marie Martin dit « J'ai commencé à faire des choses un peu plus païennes, comme les guetteurs. » Et là, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il nous entraîne, au Moyen-Âge, il nous entraîne en Palestine, en Terre Sainte, et tout d'un coup, on voit ces guetteurs qui surgissent, hommes de la préhistoire, tout à fait, d'autant plus étonnant qu'à côté de Saint-Julien-la-Montagne où il était, il y a un musée de préhistoire à Canesson très important, où aussi on évoque tous ces personnages. Mais ce qui est intéressant aussi dans la fabrication de ces personnages, c'est qu'au fond, si on les laissait vieillir au fond d'un grenier, qu'on les sorte dans 30 ans, on dirait que ça sort d'une culture africaine, on ne sait pas trop laquelle. Donc, il rejoint là une création tout à fait primitive, et il est un peu comme les enfants, il s'amuse de voir ces personnages qui fait jaillir nulle part.
Et en parlant de ces deux personnages, il dit ce sont deux grandes figures emblématiques, le veilleur et le guetteur. J'ai dû les exécuter dans un état d'inspiration, commandant les artistes, c'est-à-dire que là, il était en pleine effervescence, parti de Septentrion pour aboutir à la lumière du midi. Mais on voit que là, il a sauté de l'époque des croisades, il est repassé la préhistoire. Et donc, il poursuit toujours dans son imaginaire sa route. Et donc, puisqu'on tend à la recherche du Graal. Et là, on va tomber sur le mandala. Alors, il appelle ça un mandala, mais en fait, c'est pas un mandala. Je pense qu'il faut plutôt voir là un labyrinthe. Et oui, il y a une carte qui, en définitive, évoque les difficultés du cheminement pour atteindre le Graal. Et pour y accéder, de toutes les portes d'entrée, faut-il choisir la bonne. C'est-à-dire que les gens, on chemine le long du Verdon, on est à la poursuite du Graal, et là, il y a un panneau indicateur qui nous dit attention, c'est pas évident d'aller vers le Graal. Mais, autre chose qui est importante dans son œuvre, vous verrez que toutes ses œuvres sont recouvertes d'une juxtaposition de petits carrés dorés ou bleus qui forment un damier. Toutes ces œuvres, ce n'est qu'une série de petits carrés. Et ce qui prouve, qui est intéressant, c'est que son imaginaire va être encadré dans la rationalité. Il ne va pas se laisser aller. C'est toujours, on retombe toujours dans une logique très mathématique. Et du reste, il s'étonnait lui-même, il disait quand il avait fait ses carrés, que ses amis mathématiciens disaient « mais vous avez fait là des figures fractales ». Alors il nous parlait toujours de ces figures fractales, en s'étonnant d'avoir découvert ça. Toujours en progressant, après avoir vu ce mandala ou l'entrée de ce labyrinthe, il y a une œuvre qui s'appelle Ophélie. Alors Ophélie, tout à l'heure on cherchait Ophélie au fond de l'eau, on ne la voit pas. Mais c'est le mythe d'Ophélie, c'est-à-dire, c'est en définitive un petit peu un symbole, un petit peu de la mort, le symbole de l'impermanence du monde, de tout ce qui nous a fait fantasmer, qui s'en va au fil de l'eau. Et c'est en même temps un avertissement pour le pèlerin qui suit le chemin du Graal, que s'il se trompe, il se trompe de chemin, il va finir comme Ophélie, emporté par le courant. Et puis tout d'un coup, on se retrouve en pleine croisade, en pleine terre sainte, avec le gisant. Alors vous avez cet tronc d'arbre qui représente quelqu'un qui a été bras coupés, jambes coupées, tête coupée. En Afghanistan, on disait ça, on taillait une jaquette quand on coupait les gens en morceaux comme ça. Et donc cette dépouille-là, bon, il la transforme en statue qui coûte, et tout ça pour, en définitive, avertir qu'on est sur cette terre du Verdon, mais qui est en même temps un peu la Bretagne, qui est en même temps la Terre Sainte, qui est en même temps la Palestine, il mélange un peu tout, mais que c'est une terre de danger, où on risque à tout moment de se faire couper en morceaux. Donc toujours, cette recherche du Graal devient de plus en plus difficile, parce que il y a l'insécurité. Voilà, donc simultanément, c'est pas le mène indifféremment aux abords du Crac des Chevaliers, au mystérieux repère des Templiers dans le Verdon et aux portes du palais du roi Arthur. Toujours dans cette poursuite, il y a la colonne torse. Dans cette colonne torse, on dirait presque un bronze romain qui a été malmené. C'est toujours une réplique de l'époque des croisades. Hein. Voilà, ainsi, à travers ces fantasmes et ces pulsions, fabrique-t-il une nouvelle mythologie très personnelle, où le monde méditerranéen, sur un fond de mirages orientaux, efface un temps la culture celtique. Là, on voit que depuis
2 ou 3 figures, le roi Arthur, il est mis un peu de côté. Et on continue toujours cette marche dans ce lieu mythique, où on ne sait plus trop où on est, au Verdun, là-bas, à Palestine. Et avec l'armorial du Verdun, il appelle ça l'armorial du Verdun, mais ce sont plutôt les armoiries du Verdun. Là, il a sa propre symbolique et il redessine à sa façon une croix potentielle. Mais si on retrace un trait horizontal, on retrouve la croix potentielle d'origine qui était le symbole des croisés, la croix potentielle. Qui était le symbole des pensées. Et du reste, Godefroy de Bouillon en avait fait son signe de ralliement. Et à côté de son petit village, il y a un village qui s'appelle Sainte-Croix du Verdon, qui a dans ses armoiries cette fameuse croix potentielle. À force d'avancer, quand même, on approche du palais du roi Arthur. Tout d'un coup, on voit le roi Arthur. Et là, nous avons 5 colonnes. Alors, il a représenté 5 colonnes de façon symbolique pour montrer un petit peu ce que pouvait être le palais du roi Arthur, puisque ce palais du roi Arthur devait plus ou moins contenir le Saint Graal, dans son quelque chose de prestigieux. Et il construit le palais du roi Arthur. Du reste, on aurait retrouvé un palais du roi Arthur à Tintagel, en Cornouailles. Il a élevé là 5 colonnes de section carrée, et pour la réalisation de chacune, il a laissé vagabonder son imaginaire, tout en restant dans la limite d'un Verdun baigné de bleu vert et rehaussé de cabochons dorés. Et là, toujours construite ces colonnes avec ces petits carrés alternes. Et ça, on reste toujours avec une logique, une œuvre très mathématique. Je ne vois pas qu'il y ait beaucoup de ronds dans son œuvre, de cercles. Ces colonnes évoquent aussi bien les peintures lumineuses et colorées du Haut Moyen-Âge que les mosaïques byzantines. On ne connaît que le nom de 2 colonnes, une qui est appelée colonne verte et l'autre colonne candélabre. Les autres, chacun peut évidemment imaginer leur nom, parce que quand même, il ouvre à notre imaginaire. Et là, maintenant, nous sommes entrés dans le palais, et on découvre la bannière du Verdun. Et on sait que c'est la bannière du Verdun parce que, en haut de la bannière, il y a un élément de passementerie. Parce que dans ses œuvres, c'est très très curieux, il faisait appel à tout un tas d'objets divers. Et du reste, c'est un annexe. Il a fait beaucoup d'œuvres sur la Bretagne. Il se faisait envoyer tout un tas de vieux cordages. Il mettait dans ses œuvres pour que ça soit plus réaliste. Son élaboration met en lumière à cette bannière du Verdun une conception particulière du monde, ordonnée qui s'inscrit toujours selon un modèle répétitif de ces petits carrés. Ainsi, sur cette bannière, la croix devient un motif rémanent. Jean-Marie Martin, mystique inspiré, imagine un monde d'ordre, élaboré à partir de la multiplication d'un premier élément, un carré. Dans le bouddhisme, la syllabe Om n'est-elle pas la vibration originelle, point de départ de la création? Voilà. Le petit carré, c'est quelque chose qui l'obsède. Mais en fait, il n'en parle pas, mais on le retrouve dans toute son œuvre. Et on continue toujours à avancer. On recherche toujours le Graal, à la suite des chevaliers, et on arrive devant la porte étroite. La porte étroite, ici, elle est suspendue, elle est un peu en l'air, la porte étroite. Donc, pour atteindre la porte étroite,
pour aller plus avant, il faut passer à la porte étroite. Et cette porte étroite, on voit, il y a une porte qui s'ouvre, et derrière, il y a un panneau. Et ce panneau est plein de bois flottés qui sont dorés. Et pour lui, ces panneaux symbolisent la richesse, la gloire, l'orgueil, la suffisance, le pouvoir, et les 1000 entraves qui en bloquent le passage. Car seul l'homme dépouillé de ses oripeaux, devenu inutile, franchit la porte étroite. Là, il rejoint une vie symbolique. Donc, cette porte, elle est entrouverte, mais il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui est superflu dans la vie, ou dit-elle, pour aller plus loin. Et là, on peut dire que l'artiste se met en situation. Parce que Jean-Marie Martin, il a abandonné la vie dans la capitale, toutes les prétentions sociales, il se retirait du monde tourbillonnant et il s'est replié dans sa ferme oratoire templière, puisqu'il vivait dans une vieille ferme qu'il avait restaurée avec son épouse, et on pense que c'était un établissement templier, une ferme templière. Et nous voilà toujours dans le palais, il faut l'imaginer, et il y a une pièce qui s'appelle la voûte étoilée, qui est un paravent. Et je dis devant cette œuvre, comment ne pas penser au mausolée de Gala Placida à Ravenne, aux mosaïques de sa voûte, au bleu presque verdonien, parsemé d'étoiles dorées. Quelle magie ne règne-t-il pas dans ce lieu, seuil de notre univers? Et si, dans ce monument byzantin, c'est le cercle qui domine, chez Jean-Marie Martin, c'est le carré. Mais si on va plus loin dans l'analyse du mausolée de Gala Placida, en fait, comme c'est formé par des milliers de petites tesselles, en fait, on retombe encore dans le carré qui se multiplie à l'infini. En plus, ce qu'il nous dit, c'est que cette voûte étoilée, c'est que le palais du roi Arthur est tellement extraordinaire que les voûtes de ce palais se confondent avec le ciel. C'est-à-dire que le ciel et les voûtes ne font que. De même que les mondes celtiques et méditerranéens fusionnent, de même que l'océan et le verdon ne sont qu'une même eau, de même l'architecture du palais et l'immensité du ciel finissent par être un même élément. Le mystique éclipse là le chroniqueur des croisés, qu'il soit occitan ou autre. Donc nous sommes dans ce palais et on va trouver l'hôtel votif. Donc dans l'hôtel votif, on peut y apercevoir une image réaliste du Verdon avec son lit de galets. On reste loin ici des chevaliers, des croisés de la Palestine. On rejoint un culte panthéiste, une sacralisation, une adoration de la nature, un retour aux sources. Jean-Marie Martin, devant cet hôtel votif, s'exprime ainsi. En disant sacré, je ne pense pas à telle ou telle religion, ce serait même plutôt païen. Non, ce sont les grands mythes de l'humanité portés par la migration éternelle des peuples qui sont partis du Tibet ou de l'Inde et qui sont venus mourir à Penmarc'h, au bout du Finistère. Ici, dans le Verdon, tout est concentré. Et toujours, dans les différents mobiliers de ce palais, il y a la table d'adoration. Alors, pour lui, il existe pour lui qu'une force créatrice, comme mouvement perpétuel universel, qui s'inscrit dans ce torrent de montagne, juste assagi avant de rejoindre la nature. Donc là aussi, il voue un culte de l'eau, évidemment. Et quand on lui demande un peu pourquoi,
il a cette direction, pourquoi il parle d'un culte de l'eau, quand il dit c'était presque païen, ben, il répond, il se contente d'affirmer, je ne suis pas un archéologue, ni un historien, je suis un artiste. Voilà. Donc, il est toujours poussé par des pulsions pour fabriquer son œuvre. Et il continue toujours avec l'écusson du Verdon. Là, en fait, il s'agit du manteau du roi Arthur. Tout au long de cette progression initiatique, les souvenirs d'enfance de l'artiste, à travers les légendes qui ont alimenté ses rêves, relèguent en toile de fond la découverte de l'Haute-Provence, dont la lumière lui sert alors simplement d'instrument pour sublimer sa culture. C'est le « Quand reverrai-je l'Est de mon petit village fumer la cheminée et en quelle occasion ?» de Dubélé. Voilà, pour Jean-Marie Martin, le Verdon reste porteur de valeurs, mais ces valeurs, il ne va pas les assimiler, elles vont lui servir à mettre en lumière ses propres valeurs, sa propre culture. Et sa propre culture, on la retrouve avec la croix celtique. Là, la croix celtique, c'est important parce que dans son œuvre, comme c'est exposé, il y a toujours eu d'un côté le siège du roi Arthur, la croix celtique, et de l'autre côté, l'étendard du Graal. Il fabrique une croix celtique à sa façon, puisque dans la croix celtique, il y a un rond qui entoure la croix, lui, il met un carreau, évidemment, puisque c'est le spécialiste du carré. Et on sait combien cette croix est le plus complet des symboles de la cosmogonie celtique, qui ne comporte pas une genèse à proprement parler. Car pour les Celtes, il n'y a pas de réel commencement, la création est une réalité, mais une réalité de tous les instants. Donc, c'est un peu l'idée qui anime Jean-Marie Martin. Mais il ne l'exprime pas, on le retrouve à travers ses œuvres. Donc, et en même temps, il affirme sa culture. Alors on pourrait dire à l'heure actuelle qu'il a un côté identitaire, mais ce n'est pas le propre de Jean-Marie Martin, tout cela ça ne l'intéresse pas. À travers l'ensemble de cette œuvre se pose le problème identitaire. Comment assurer un équilibre entre les identités des peuples? Ça, ce n'est pas le souci de Jean-Marie Martin. Lui, il affirme la sienne avec toutes ses humeurs d'homme sincère. Il n'impose pas ses vues, ni ses opinions. Il dévoile et expose seulement sa propre quête vers ce qu'il juge l'essentiel. Nous avons toujours, à la suite, la bannière du Saint Graal. Alors là, si on croyait atteindre le Saint Graal, non, on va simplement avoir une bannière qui nous indique qu'on n'est pas loin du Saint Graal, mais qu'en fait, nous sommes toujours à la poursuite d'un mythe. Et on sait combien ce mythe a animé les gens, puisque ce soit dans ce château de Valcrosse, dans les gorges du Verdon, que ce soit ici à Montségur, ou que ce soit en Italie, à Paris ou dans bien d'autres endroits, le Graal, on a passé le temps à le rechercher. Et nous savons que le Graal, il n'est pas loin, mais voilà, il y a la bannière du Saint Graal, mais on n'en sait pas plus. Et il ne sait plus, toujours, quand nous sommes en plein chez le roi Arthur, à faire une bibliothèque. Donc il y a le livre du Saint Graal, qui est représenté là avec un calice, et qui reçoit le sang du Christ en principe, mais il a fait tout un tas de livres. Et il a fait tout un tas de livres. L'énumération des titres de tous ces ouvrages montre combien l'imaginaire de l'artiste vagabonde dans les temps moyenâgeux. Il a fait le livre des rois et des prophètes, les très riches œuvres, l'évangile pour le temps de Noël, le livre de fer vêtu, le livre des plantes, l'herbier du Verdon et bien d'autres. Mais tous ces livres, il les a bien cloutés
sans doute pour que les paroles ne s'envolent pas, il les a distribuées à droite et à gauche. Donc, le Graal, on ne l'a pas vu, hein. On sait qu'il est par là, mais on le cherche tous. Hein. Puis, il a la bannière du paradis terrestre. Alors là, il s'interroge, et le paradis terrestre, lui, il n'y croit pas beaucoup, parce que vous verrez que son paradis terrestre, il y a des colonnes, c'est très symbolique, on ne va pas divaguer dessus, mais il y a un serpent. Et dès qu'on approche de l'endroit, ben, le serpent il vous pique et puis on ne rentre pas au paradis terrestre. Alors, le paradis terrestre ne peut être que perdu. Du reste, dans les représentations du paradis terrestre, surtout au Moyen-Âge, on représente toujours un paradis mythique et à côté, Adam et Ève, qui sont obligés d'en partir. Donc, il semble que ça soit difficile d'y rentrer. Sans doute que pour lui, l'accès au paradis des religions, entre autres chrétiennes, demeure impossible, dès le départ, puisque, quoi que l'on fasse, il y a le serpent qui guette tout individu, pour d'une manière ou l'autre lui embarrer la route. Puis alors, il y a le trône royal. Là, le trône royal, on le voit, il est superbe, mais il y a quelque chose qui interroge. Si on s'approche du trône royal, à travers la transparence, on va voir une cravate. Ce sont les serpents cravates. Parce que Jean-Marie Martin a eu toute une série d'œuvres de serpents cravates. Pour lui, la cravate, c'est le côté social, c'est le côté faux jeton, c'est le côté derrière, c'est l'hypocrisie. Et il y a en plus, il y a la cravate. Si la cravate ne vous étrangle pas, le serpent qui est dans la cravate, il va vous liquider de suite. Donc pourquoi, dans cette personnalité du roi Arthur qui joue un rôle important, place-t-il ce serpent cravate? Alors peut-être parce que, instinctivement, il veut démonter le mythe du roi Arthur, on ne voit pas d'autre raison. Pourquoi il y a ce serpent cravate? Enfin, la question est posée. Puis, on arrive à la création du monde. Là, c'est son œuvre maîtresse. On peut se demander du reste si ce n'est pas sa réponse à lui sur le Graal. Et là, il nous montre, on a au centre des cristaux à l'état brut, et puis tout d'un coup, le monde s'organise. Donc, voilà que survient un grand souffle organisateur, générateur d'ordre et de symétrie. Le monde se divise alors en 4 secteurs, qu'une croix délimite strictement. La création aura maintenant un haut et un bas, une droite et une gauche, des bons et des méchants, et le reste est maintenant. Donc là, pour lui, je pense que c'était son Graal à lui, on passe du monde du chaos au monde de l'organisé. Et on retrouve toujours, même quand il fait son chaos, il est quand même déjà organisé, et ensuite, son monde, il est avec des carrés qui se divisent, on peut dire, à l'infini. Il a retrouvé un équilibre. Donc pour lui, le monde a un sens. La création a un sens. Au sujet de lui, alors il dit, au sujet de cette œuvre, on a envie de faire quelque chose. Il y a une force supérieure. Probablement ta structure personnelle. Ce qui fait que l'on est obligé de faire cela. Le Graal, personne ne l'aurait fait. Cette œuvre n'a plus de commencement ni de fin. C'est l'infini. Cela amène le spectateur à un certain recueillement. On touche alors le sommet du sang le monde. Là, on voit l'être qui est inspiré, le chaman, là, il est déjà passé dans une autre dimension. Après ce long chemin, suivant le cours du Verdon, mythique, l'artiste, en état de transe, rentre en communication avec les secrets de la création. Et puis, on termine ce parcours. Alors, je ne sais pas si chacun a trouvé son Graal, mais il semble avoir trouvé son Graal dans l'explication de la création du monde. C'est la porte du paradis ou fin du parcours. Alors vous allez pouvoir voir, cette porte, elle est superbe.
Elle est impeccable, mais elle est strictement fermée. Elle est strictement fermée, car si elle reste ouverte, la foule va pouvoir s'y engager et s'apercevra peut-être un peu trop tard que c'est un leurre, et que la véritable finalité de l'homme n'est pas de voleter emplumé dans les espaces intersidéraux jusqu'à la fin des temps, mais de rejoindre l'ordre du monde de la création. Aussi, cette porte reste soigneusement close. Tout au long de ce parcours, il se démarque du Verdun, des Croisés, des Templiers, du roi Arthur. Ce monde mythique qui a façonné toutes les œuvres que l'on peut découvrir n'a été pour lui que le support d'un long questionnement à la recherche de son identité, de la réalité du monde, et puis, de toute façon, comme il dit, c'est ma manière d'être qui m'a conduit à ça. Même si je me trompais, je m'en fous.